Bonjour, voici le cours pour ce mardi 9 mars. Alors, je pense que les 5e B ont été un tout petit peu plus loin dans le cours, mais voilà. Je recommence à partir du point 15. Donc, la ville de Lanzhou. Alors, la ville de Lanzhou, c'est une ville qui a comme caractéristique, comme bien d'autres villes en Chine, d'être un lieu d'exportation, un lieu de transit. Donc je vous ai expliqué que dans ce genre d'espace, vous avez la présence de plusieurs moyens de communication. Alors on a par exemple la gare, donc j'ai mis un onglet par rapport à la gare. Donc vous voyez ici dans la ville, vous avez cet espace de rails avec les quais, etc. On a aussi un deuxième moyen de communication, c'est l'aéroport qui est un petit peu au nord de la ville, mais même principe, donc il sert au commerce régional pour le transport des marchandises. Vous avez évidemment, en plus de tout ça, des autoroutes comme dans toutes les villes qui permettent aux camions d'acheminer les marchandises. Et alors vous avez un dernier moyen de communication qui est le fleuve, qui est en bordure et qui traverse complètement la ville. Ce fleuve, c'est le fleuve Jaune. Et donc, il est dans la ville et il a évidemment toutes les problématiques que l'on a déjà expliquées précédemment. Je reviens à ma ville de Lanzhou. Je reprends la carte que vous avez normalement dans votre cours. Alors, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à l'agrandir. Peut-être ici, je pourrais... Non, c'est pas ça. Je voudrais bien l'agrandir un minimum. Voilà, zoom. Je ne sais pas si ça va aller. Non, c'est pas ça qui s'agrandit. Bon, bref. Vous avez sous les yeux les détails. Alors, première information de cette carte-là, ce sont les lieux transit. Donc, vous avez Lanzhou, qui est normalement ici, et puis vous en avez d'autres, Xia, Chongqing, vous avez ici au nord Urumqi, et donc vous avez plusieurs villes qui font office de lieu de transit. Alors c'est hyper important pour la mondialisation et pour le commerce international de la Chine. La Chine peut compter sur ces villes qui vont donc avoir tout un réseau de communication adapté à la mondialisation. J'ai déjà un petit peu expliqué au 5e B la légende qui est ici au-dessus de la carte. Alors vous avez des traits qui sont en vert jaune, où il est mis liaison ferroviaire. Donc vous avez une ancienne ligne de chemin de fer qui part ici du port d'Hangzhou et qui traverse toute la Chine et qui relie la Chine en passant par le Kazakhstan, donc l'Asie centrale, par la Russie. Il traverse toute l'Europe aussi. Et donc l'idée, c'est de relier Rotterdam à la Chine. Donc on a déjà cette route qui est très très importante pour tout le commerce européen. Donc les produits chinois arrivent principalement via cette ligne de chemin de fer là. Alors il faut aussi se rappeler qu'en Belgique, et ça c'est à noter, en Belgique vous avez dans l'aéroport de Liège la multinationale Alibaba qui fonctionne grâce à ce principe-là aussi, donc grâce à l'acheminement de marchandises via les chemins de fer. Ça, c'est une première information. Deuxième information, ce sont des projets. Alors, les projets ils ont appelé ça la route de la soie. Les projets par rapport soit des projets de liaison routière, soit de liaison maritime. Donc, une première information, vous avez les tirets rouges, donc qui partent de certains lieux de transit en Chine et qui traversent dans un premier temps le Moyen-Orient,
la Turquie, Istanbul, l'Europe de l'Est, qui va vers Moscou et qui retourne en Europe. Donc ça, c'est quelque chose qui, à un moment donné, sera projeté par le gouvernement. Le gouvernement a fait une annonce en 2015, donc le gouvernement de Xi Jinping, qui a convoqué la presse et qui a dit voilà, nous avons des nouveaux projets pour faire un commerce régional mais aussi international. Et donc ça, c'est la première ligne que l'on appelle les nouvelles routes de la soie, donc qui relie de nouveau la Chine en passant par le Moyen-Orient vers l'Europe, en passant par la Russie. Deuxième liaison maritime, deuxième liaison, c'est une liaison maritime, ce sont les tirets bleus, et donc ça, on voit que de nouveau, ça part de port, donc ça part de la Chine, la façade est de la Chine, et ça dessert toute l'Asie du Sud-Est, ça dessert l'Inde, évidemment, parce que l'Inde est un grand pays avec un marché potentiel, un marché économique. Ça va en Afrique. Alors, en Afrique, il ne faut pas oublier que la Chine est déjà implantée pas mal en Afrique pour des industries de textiles, dans les mines, etc. Donc voilà, la main-d'œuvre africaine est encore moins chère que la main-d'œuvre chinoise. Donc on voit depuis quelques années que les Chinois vont s'implanter, les multinationales chinoises vont s'implanter en Afrique. Donc ça remonte le golfe Persique, ça traverse la Méditerranée et ça va donc en Europe. Donc voilà, ça c'est vraiment les trois liaisons principales, une ferroviaire qui existe, une autre maritime et une autre routière qui vont être dans le futur projetées. Alors évidemment que les deux dernières, qui sont donc en rouge et en bleu, sont loin d'être réalisées. Cela traverse 69 pays, donc ça représente quand même un investissement colossal pour la Chine, mais aussi pour les pays qui sont traversés. Donc il ne faut pas oublier du tout que les pays qui sont traversés vont devoir donner leur accord. Alors je prends un exemple, la France a déjà, on sent déjà les réticences de la France qui dit nous, on n'est pas vraiment d'accord, d'investir autant d'argent pour un projet chinois. Alors la deuxième critique, c'est que évidemment que si tout le monde participe, que l'on soit européen, que l'on soit asiatique, etc., russe, et qu'on participe à ça, ou même africain, on va, entre guillemets, se faire envahir par les produits chinois. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui dérange beaucoup de personnes, vu que les produits chinois, parfois, sont produits, construits dans des conditions éthiques peu raisonnables, et donc au niveau social, ils respectent pas très bien les travailleurs. Au niveau de l'environnement, on l'a vu, il y a aussi un non-respect et une pollution excessive des milieux où l'on produit certains objets, où on produit certains minerais ou des terres rares. Donc voilà, il y a beaucoup de questions, beaucoup de critiques qui peuvent émerger de ces deux projets futurs de la route de la soie, donc ce n'est pas encore du tout réalisé. Alors, et là pour les 5e B, c'est quelque chose de tout nouveau, donc prenez bien note. Autre point qui est présent sur la carte, c'est les grands ensembles économiques. Alors vous avez un grand ensemble ici que l'on appelle l'APEC. L'APEC, c'est quelque chose qui date des fin des années 90 et qui regroupe 21 pays, mais des pays très diversifiés, pas que des pays asiatiques. Donc c'est la Chine évidemment, vous avez l'Australie, vous avez le Canada, vous avez les États-Unis, vous avez le Japon, le Mexique, la Russie, etc. Donc ça c'est une zone commerciale, je cherchais le mot, une zone commerciale, une entente commerciale, une coopération économique qui va, depuis les années 90, permettre à tous ces pays-là, à tous ces 21 membres, de faire du commerce dans de très bonnes conditions. Et la condition, évidemment, qui est la plus intéressante, c'est que il diminue les frais de douane. Donc, aux douanes, on a des taxes qui sont moins chères. Et donc, du coup, au sein de cet ensemble économique, les marchandises peuvent être vendues à bon prix. Ça, c'est la
le premier élément, et la Chine en fait partie. Donc la Chine en bénéficie évidemment. Deuxième projet par rapport à cet ensemble asiatique, c'est l'ASEAN. Alors l'ASEAN, ça date des années fin 70 et c'est principalement l'Asie du Sud-Est. Donc c'est principalement des pays de l'Asie du Sud-Est sans la Chine. Mais bon, voilà, la Chine est un peu méfiante par rapport à cet ASEAN parce qu'elle n'en fait pas partie. Et donc on a une alliance économique entre toute une série de pays de l'Asie du Sud-Est. Et donc vous avez ces petites étoiles là jaunes qui montrent les pays qui en font partie. Dernier gros ensemble de coopération économique, mais là la Chine n'en fait pas partie non plus, c'est donc l'Europe, et l'Europe évidemment, ben vous le savez, la base c'était 28, maintenant c'est 27, et donc on peut prendre aussi comme exemple que l'intérêt commercial c'est donc de diminuer un maximum les taxes au niveau des frontières. Alors, je vais vous proposer de regarder petite capsule vidéo qui est ici sur les nouvelles routes de la soie. C'est en lien direct avec la carte que je vous ai proposée. Si les investisseurs ne viennent que pour avoir accès aux meilleures technologies sans que ça puisse profiter ni à la France ni à aucun autre pays européen, ils ne sont pas les bienvenus. 共建“一带一路”倡议源于中国，但机会和成果属于世界，共创亚洲和世界的美好未来。 Vous avez, vous, vos intérêts stratégiques, nous le comprenons très bien. Mais nous, Français, nous avons aussi nos intérêts stratégiques. Et l'initiative des routes de la soie que vous avez proposée au monde, Monsieur le Président, est un geste extrêmement structurant qui peut contribuer à la stabilité, au développement, à la coexistence pacifique entre les peuples. Megerősítettük azt a fölismerést, hogy körülöttünk egy új világrend alakul ki mind a politikában, mind a gazdaságban. Ebben az új világrendben Ázsiának és Kínának a szerepe jelentős mértékben megnövekedett és nőni fog a jövőben. Pénzügyi és technológiai értelemben is meghatározó erővé vált. Közép-Európa ezt a fejleményt üdvözli. Úgy látjuk. Il nostro obiettivo con questi accordi è cominciare a riequilibrare una sproporzione per cui c'è tanto made in Cina che viene in Italia
e troppo poco made in Italy che va in Cina.中国不打地缘博弈小算盘，不搞封闭排他小圈子，不做凌驾于人的强买强卖。 Donc voilà, alors ce qu'on peut retenir de cette petite capsule vidéo, c'est que l'Europe est divisée, les pays sont pas d'accord, principalement parce qu'ils ont peur d'être envahis par les produits commerciaux chinois, et que ben voilà, il va devoir voir un petit peu si chacun des pays européens va devoir investir quand même de l'argent dans cette route de la soie. Donc ils sont pas du tout tous d'accord. Par contre, Monsieur Xi Jinping, lui, essaye d'amadouer les Européens en disant que certainement que les Européens pourront aussi profiter de cette route de la soie pour exporter leurs produits vers la Chine. On va faire un zoom maintenant sur la deuxième carte qui s'intitule l'organisation territoriale de la Chine. Alors cette carte-ci, je vous dis tout de suite que vous devrez être capable de me la décrire quand vous aurez une interro, je sais pas. Donc décrire la carte, mais je vais vous le faire, hein, il n'y a pas de souci. Mais donc voilà, ce sera une carte qu'il faudra pouvoir expliquer à un moment donné. Alors il y a trois types de légendes. 1, la Chine multiple. 2, les pôles de croissance. 3, les dynamiques de l'intégration au monde. Premier élément, on va commencer par les trois couleurs qui structurent la carte. L'orange, le jaune et une sorte de vert pâle. Donc on a le point 1, la Chine multiple. On a la première zone, évidemment, qui est en orange, la Chine littorale, ouverte sur le monde. Donc là, je pense que il n'y a rien de très compliqué à comprendre. C'est que on a une Chine qui est complètement dépendante et qui a besoin de faire ce commerce international pour pouvoir vivre et avoir un produit intérieur brut, donc un revenu national très important pour pouvoir accumuler du profit, etc. Donc cette zone, elle se situe au niveau du littoral à l'est, donc c'est aussi en lien avec la légende qui est grande interface maritime, donc cette légende de bleu avec des petits triangles bleus qui montre bien que on a une série de ports qui entrent dans la mondialisation et qui permet au commerce de s'effectuer si facilement au niveau de la Chine avec toutes les autres parties du monde. Donc c'est quelque chose de hyper fondamental, les ports chinois. Deuxième couleur, c'est la Chine centrale, donc c'est le jaune. Alors c'est une Chine qui est évidemment très importante parce que par exemple nos mines de terres rares là que l'on a un peu analysées, eh bien font partie de cette zone-là. Donc il faut absolument relier cette Chine centrale à la Chine littorale par des moyens de communication que je vous ai expliqués. Principalement évidemment les fleuves, les chemins de fer et les autoroutes par exemple. Et donc dans cette zone jaune, vous retrouvez la légende avec les losanges, les grands bassins de matières premières. Donc voilà, c'est indispensable de relier cette zone centrale à l'extérieur du monde pour pouvoir faire évidemment du commerce et vendre tous les produits chinois à l'extérieur. Troisième zone qui est un peu en déclin par rapport aux deux premières, c'est celle qui est en vert, la Chine de l'Ouest. Donc c'est une zone qui est un peu en retrait par rapport aux autres, mais elle se développe et vous voyez que apparaissent quand même deux mines, là, les grands bassins, donc les losanges noirs. Donc il y a quand même des ressources naturelles dans ces endroits-là. Et donc dans le futur, je suis certaine qu'ils vont exploiter évidemment cette zone territoriale. 2, les pôles de croissance. Alors évidemment que au niveau de la Chine, vous avez les grandes métropoles, les grandes mégalopoles qui se situent en bordure de l'océan Pacifique. Donc ce sont des villes côtières
qui vont évidemment être des centres de décision, des centres de commerce, où toute une vie se passe là, et donc toutes les décisions économiques, politiques, sociales, etc., se décident à cette échelle, à ces échelles de villes littorales. Donc c'est évidemment des gros pôles urbains avec des millions de personnes qui y habitent, et évidemment toutes les conséquences au niveau de la pollution dans ces fameuses villes. Bon, vous avez des places boursières, mais ça c'est pas très intéressant. Vous avez au sein de cette légende-là le 2, les pôles de croissance, les migrations de population. Vous voyez, on a des flèches qui partent d'un endroit à l'autre. Évidemment, donc la population chinoise migre à l'intérieur, essentiellement en raison du travail qui est disponible d'un côté ou de l'autre côté. Donc vous avez les petits triangles bleus où il y a les principaux ports de Chine, donc dans la zone littorale, mais qui ont évidemment un lien direct avec les grosses métropoles. Et le dernier point, c'est le 3, donc la dynamique de l'intégration au monde. Donc ça veut dire c'est la Chine face à l'international, comment est-ce qu'elle réagit. Et donc vous avez principalement des partenaires commerciaux, donc ça c'est des petites légendes en carré mauve, des partenaires commerciaux, tout n'est pas sur la carte évidemment, hein. Ils citent la Corée du Sud, le Japon, Taïwan, l'Inde, la Russie, mais il y en a plein d'autres évidemment. L'Europe est un partenaire commercial très très important. J'ai déjà parlé des échanges commerciaux maritimes, qui aujourd'hui sont vraiment fondamentaux. Voilà, donc ça c'est vraiment par rapport à cette carte, où l'on voit aussi, dans la dernière des légendes, le lien commercial, la double flèche mauve, ouverture frontalière continentale, où on a la Chine qui est reliée aux autres pays au niveau terrestre. Dernière carte pour ce cours, c'est, et je ferai un cours sur cette thématique-là pour vendredi, ce sont les exportations. Alors ici, c'est le zoom, et on clôt le chapitre des terres rares grâce à ça, c'est les exportations de terres rares. Donc, où est-ce que la Chine, quand elle a extrait dans les mines, quand elle a raffiné ces terres rares, eh bien, quels sont les principaux clients qui vont acheter ces minerais transformés, qui servent, donc je vous rappelle, hein, pour les puces, pour les PC, etc. Donc, quels sont les principaux clients? Vous voyez qu'il y a quand même une légende qui est assez significative. On a deux énormes clients, les États-Unis, bien entendu, qui vont donc profiter et importer des terres rares. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, et c'est à noter, ils n'ont qu'une seule mine de terres rares aujourd'hui qui a été découverte, c'est la mine en Californie. Et donc voilà, ils ont dû la fermer, puis ils ont pu la réouvrir pour des raisons de pollution, parce que les Américains font quand même un tout petit peu plus attention que les Chinois. Donc il y a des contraintes environnementales qu'il n'y a pas en Chine. Un deuxième pays qui est un client très très important au niveau des terres rares, c'est le Japon, vous l'avez compris, pour tout ce qui est nouvelles technologies, automobiles, etc., etc. Alors vous avez Hong Kong, et alors vous avez plein de pays européens, dont la Belgique, dont les Pays-Bas, dont l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, etc., le Luxembourg, même l'Autriche, l'Italie. Donc voilà, on a vraiment un panel de pays européens qui achètent des terres rares chinoises. Vous avez aussi un pays principalement en Amérique du Sud qui est le Brésil. Le Brésil est en très fort développement économique. Je vous rappelle que le Brésil fait partie des BRICS, et les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, le Brésil a besoin de terres rares pour pouvoir faire des produits. Vous avez l'Afrique du Sud, voilà, donc aussi un pays qui se développe de façon assez exponentielle. Et alors vous avez toute l'Asie, l'Asie du Sud-Est, qui aussi profite des terres rares. Voilà, je vous rappelle en guise de conclusion que
la Chine est le premier exportateur de terres rares, ça on l'a déjà dit, et aussi est le seul pays qui peut raffiner rapidement ces terres rares afin de les exporter dans les autres continents.